Le Vercors, c'est quand même le plus grand terrain de jeu proche de Grenoble. Il présente sur tous ses rebords des falaises escarpées. Et dans ces falaises, il y a autant de passages qu'on peut l'imaginer. Pascal Sombardier est un alpiniste renommé. Aujourd'hui, il survole d'abord le Vercors et sa barrière de calcaire caractéristique, longue de 60 km. Il va observer d'incroyables chemins suspendus, typiques de ce massif préalpin. C'est toute mon existence. J'ai ouvert plusieurs voies d'escalade, redécouvert des vieux sentiers oubliés, et j'ai fait connaître ces itinéraires par des ouvrages que j'ai écrits. Il longe ce territoire depuis Grenoble jusqu'au Mont-Aiguille. Il contournera les reliefs par le sud, avant de remonter vers l'autre massif des Préalpes en Dauphiné, la Chartreuse. L'avion survole d'abord un sommet emblématique du Vercors, le Mont-Aiguille. Alors on voit très bien ici la face est avec au-dessus le plateau qu'on peut comparer à un causse suspendu. À plus de 2000 mètres d'altitude, ce promontoire spectaculaire est aussi un site historique. On dit qu'il a marqué le début de l'histoire de l'alpinisme parce que c'est en 1492 que le roi de France, Charles VIII, a décidé de le faire gravir par une équipe d'escaleurs, comme il les appelait. C'était une manière pour le roi de marquer sa domination sur la province du Dauphiné qui venait de lui être confiée et rattachée au royaume de France. Depuis, le Mont-Aiguille a toujours attiré les alpinistes, malgré les risques d'éboulement. Vous voyez maintenant très bien la traînée jaunâtre qui résulte de l'effondrement du pilier nord. On a du mal à imaginer qu'il y avait avant de belles dalles grises et une voie d'escalade dessus. Puis Pascal se dirige vers le point culminant du Vercors, le Grand Vémont. Un sommet qui domine le paysage à plus de 2300 mètres d'altitude. L'avion repart vers l'extrême sud du massif. Il longe la plus grande réserve naturelle de France, celle des hauts plateaux du Vercors. Nous dominons actuellement le cirque d'Archiane, qui est un des plus beaux cirques des Alpes, parce que les falaises qui l'entourent sont très tourmentées, on dirait des dentelles de pierre. Vous voyez que c'est plein de monolithes, d'aiguilles, de trous et d'arches. Face à nous, cette étrave de rocher fait 400 mètres de hauteur. C'est le rocher d'Archiane. Et vous avez au milieu de ces falaises ce qu'on appelle une vire. Alors une vire, c'est une espèce de trottoir en plein vide, une strate qui est relativement plane et qui permet la progression. C'est une des plus belles balades de la région et une des plus aériennes aussi. C'est impressionnant parce qu'on est sous des falaises de 200 mètres et on domine d'autres falaises de 200 mètres. Il ne faut donc pas être sujet au vertige, d'autant plus que ce n'est pas toujours un boulevard et il faut faire attention où on met les pieds. Pascal s'éloigne du spectaculaire cirque d'Archiane en direction du Vercors drômois.
C'est là que s'étendent deux grands plateaux du sud du massif, Ambel et Fondurle. À 1500 mètres d'altitude, ils sont depuis le Moyen Âge des zones d'alpage. Nous arrivons maintenant sur le plateau de Fondurle, qui est défendu aussi par une grande falaise qui est dans l'ombre là. Dans ces falaises, il y avait des passages et on raconte que les bergers qui montaient sur le plateau aimaient à grimper pieds nus sur le rocher pour mieux le sentir, tellement c'était raide et difficile. Voilà le hameau de Fondurle, qui est un peu un bout du monde. À Fondurle, il n'y a que 10 habitants permanents. C'est un climat très particulier parce que quand le vent souffle, la température peut tomber très vite, même en plein été, à 2 ou 3 degrés. C'est un peu un pays de style nordique. L'avion s'approche à présent des gorges de la Bourne. Les gorges de la Bourne, c'est une entaille profonde dans le plateau et c'est la seule voie d'accès routier entre le Vercors Nord et le Vercors Sud. Une des routes les plus étonnantes du Vercors parcourt ces gorges sur 24 km. Construite à la fin du XIXe siècle, elle était notamment destinée au transport du bois. Aux limites du massif, le canyon débouche sur le village de Pont-en-Royans. C'est un village très particulier parce que les maisons sont construites dans le rocher qui surplombe le torrent. C'est ce qu'on appelle les maisons suspendues de Pont-en-Royans. Pascal remonte vers le nord du Vercors, en direction de la Chartreuse. Il s'approche de Grenoble et de la vallée de l'Isère qui sépare les deux massifs. La Chartreuse est beaucoup plus tourmentée que le Vercors, car le massif présente plusieurs sommets pointus et lancés. Pascal Sombardier se dirige vers le centre du massif et son point culminant. Le long de ces reliefs préalpins s'étend la vallée du Grésivaudan et ses nombreux châteaux. Le point culminant de la Chartreuse, c'est Chamchaude, là, face à nous, et qui fait un peu plus de 2000 mètres. C'est sans doute le sommet le plus fréquenté de la région, pas par ce versant, parce que les chemins de ce versant sont assez escarpés, mais par l'autre côté, il est assez facile d'accès, et il y a un bon chemin que certains s'amusent à faire le matin avant d'aller au travail, comme moi je le faisais, entre midi et 2 et en sautant en parapente du sommet pour revenir à la voiture au col de Porte. L'avion rejoint la vallée du Grésivaudan qui longe les falaises de la Chartreuse. Région frontalière entre la Savoie et le Dauphiné, elle est jalonnée de nombreux châteaux. Ils étaient à l'origine destinés à la protéger. Pascal survole d'abord le château du Carré. Construit à partir du XIVe siècle, il a conservé une silhouette de maison forte. Un peu plus loin, se dresse le château du Touvet.
Forteresse défensive pendant plus de 200 ans, il est transformé en demeure de plaisance au XVIIIe siècle. Pascal se dirige maintenant vers la grande barrière de la Chartreuse. Elle s'étend sur une vingtaine de kilomètres. Cette barrière est de la Chartreuse présente des falaises qui sont impressionnantes et même plus hautes que celles du Vercors. La plus grande, c'est le Grand Menti, la falaise jaune qu'on voit bien là-bas. Le Grand Menti est une des falaises d'escalade les plus renommées, avec ses 400 mètres de hauteur. Un peu plus loin, Pascal a fait une découverte il y a une dizaine d'années. C'est donc par ici que j'ai trouvé une arche devenue célèbre depuis. Ah, d'ailleurs, on la voit ici. Il s'est avéré ensuite que c'était la plus grande arche des Alpes par son envergure. C'est surtout une des plus belles. Une des passions de Pascal, ce sont ses arches naturelles. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons sur la route de Comblaval, dans le Vercors. C'est ici qu'il a découvert un grand nombre de ces arches de pierre. Cette route du vertige est perchée à 600 mètres au-dessus du vide. Elle a été creusée dans la falaise au XIXe siècle. La route que nous empruntons pour aller à Fondurle, pour faire notre randonnée, c'est une des routes les plus spectaculaires des Alpes. Et déjà elle-même, elle apporte un petit frisson parce qu'elle est taillée dans une falaise. Et c'est une sorte de balcon avec une ambiance déjà très vertigineuse. J'ai un peu peur. Avec toi, c'est toujours l'aventure. Je te le confirme. On ne sait pas où on finit et comment. Il est aujourd'hui accompagné de Mariana, une amie géologue à qui il souhaite montrer sa dernière découverte. Le Vercors, c'est un monde un peu particulier puisque l'érosion calcaire y a sculpté des formes curieuses partout. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît dans ce paysage, c'est cette variété et cette profusion de curiosités naturelles. La route les mène sur le plateau d'Ambel, à 1500 mètres d'altitude. C'était un plateau exploité par des moines, des cisterciens, et qui était déjà, donc, il y a très longtemps, dès le XIIe siècle, un alpage très actif, avec beaucoup de moutons, de vaches. Il y a toujours beaucoup d'animaux. Pascal et Mariana traversent le plateau en direction de l'Arche. Alors on voit absolument rien quand on est sur ce plateau, mais il y a quand même des secrets dans le sol. Et le sol, il s'ouvre à des endroits. C'est un peu la chasse au trésor. Donc voilà l'entrée qui est facile, qui permet d'aller dans le gouffre. Alors ça, je pense que c'est des entrées, des effondrements de galeries. Il y a 4 grands trous comme ça. C'est des effondrements du plafond d'une galerie souterraine qui est dessous le sol. Je te suis, Pascal. Ouais. Alors tu vois là, ça pourrait être l'entrée de n'importe quelle grotte. Rien d'extraordinaire. Mais on arrive là dans cette immense voûte. C'est grand. C'est pas tous les jours qu'on voit des cavités comme ça. Alors ce qu'il y a vraiment de saisissant, c'est tous ces trous au plafond. C'est quand même assez
unique en son genre, hein. Une structure comme ça qui fait penser un peu à un aéronef avec des grands hublots. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Ce qui est étonnant, c'est que les trous sont relativement circulaires. Donc ça, c'est rare parce que souvent, ils sont elliptiques ou voilà, ovales. Et donc là, ça fait penser à des trous, des obus, des cratères. Bon, ici, sur le plateau, il doit y avoir importante action du gel pendant les périodes d'hiver. Et donc, ça éclate la roche voilà, petit à petit. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il n'y a pas un trou en dessous de nous. Il y a plusieurs ouvertures, mais il y a aussi des galeries qu'on ne voit pas, dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. Mais le sous-sol calcaire, c'est un gruyère. Pascal et Mariana franchissent un autre plateau voisin de celui d'Ambel, le plateau de Fondurle. Ils se dirigent vers les falaises. C'est ici que François Lejeune vient avec ses chevaux. Depuis 20 ans, cet éleveur passionné a relancé la race des chevaux de Barakan, menacée d'extinction. Tiens, voilà des gens qui perpétuent une tradition locale. Bonjour. 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 Vous avez eu des poulains? Eh oui, les petits poulinous de l'année. À quel âge ils ont? Ouais, c'est des bébés, ils ont à peine... Le plus grand, il a un petit mois. Et la petite, elle a 15 jours à peine. On va venir. Ouais, allez-y. Entrez. Ouais, pas de Je problème. sur le museau? Ouais, bah vous le laissez un petit peu venir. Et puis, ils ont plutôt l'habitude. Puis c'est presque le but de la journée, c'est faire un peu des découvertes. On va à la rencontre du monde. C'est des chevaux du Vercors. Cheval du Vercors de Barakan, c'est une race ancienne. Et en fait, ce plateau de Fondurle, c'est les terres historiques des chevaux du Vercors. Des chevaux qui sont plutôt trapus, rablés. C'est ce qu'on appelait à l'époque des chevaux à deux fins. Voilà, des chevaux de selle et de traction. On va sortir du bois parce qu'on exploite sa forêt. On va à la messe en calèche. On passe d'une montagne à une autre et on va vendre un petit peu les objets fabriqués durant les longs hivers du Vercors. Voilà, c'était ça, ce cheval historique. François propose aux randonneurs une petite dégustation. Bon, alors on va laisser le 4 heures du poulinou. Il est doux? Ouais, c'est très bon. doux, hein, c'est un peu douceâtre, un peu sucré. Je sais pas si je vais en laisser. Ben, tu peux finir, c'est tout pour toi. À la fois, on est les héritiers de quelque chose, on n'a rien inventé, et en même temps, on est des pionniers. Aujourd'hui, il faut se réapproprier son identité de territoire. Et puis ces petits poulinous, il ne faut pas hésiter à leur rappeler que c'est d'ici qu'ils viennent, des alpages, du Vercors, de Fondurle et d'Ambel. Pascal et Mariana retrouvent des amis alpinistes près d'une des arches les plus impressionnantes du Vercors. C'est ici qu'il a ouvert une voie d'escalade vertigineuse. Ce qu'on voit donc, c'est dessous, c'est un des cirques les plus reculés du Vercors, très sauvage, très peu habité. C'est le cirque de Quin. Donc c'est l'extrême sud du Vercors. Et à gauche, c'est le plus grand plateau du Vercors et le plus haut, le plateau du Glandas, qui culmine à plus de 2000 mètres. C'est au bord de cette falaise que s'ouvre un puits perdu, ce qu'on appelle un puits perdu, c'est-à-dire un trou sans fond qui sort dans la falaise en dessous. La particularité de celui-ci, c'est qu'il forme une belle arche double. C'est déjà une arche assez monumentale. C'est une des plus belles et des plus grandes. Bon, c'est probablement le reste aussi d'anciennes grottes qui s'est effondrée. Donc du coup, on a l'ouverture en haut et une ouverture en bas. Voilà, c'est assez impressionnant. Curieuse de voir le rappel, qu'est-ce que ça va donner? Ça vous fait peur? Oh oui, quand même. Ouais, Le premier appel est très impressionnant parce qu'il est en plein vide.
Et en dessous, en plus du trou, là, c'est assez terrifiant. Il faut le dire. Même si on a fait beaucoup de rappels dans sa vie, on ne peut pas rester insensible. Il m'amène toujours dans les endroits peu fréquentés qui sont hors normes. Et donc, du coup, c'est toujours très impressionnant. Allez, on va occuper le premier relais. Il y a vraiment des risques là? Pas trop, ben, non. si, il y a quand même des risques. Non. Des chutes de pierre, voilà, notamment. Franchement, ça va. Mariana est aussi guide de moyenne montagne. Elle s'élance pour descendre cette falaise en rappel. Ben, je vois à 200 mètres de falaise sur moi, il y a un puits. Ici, juste devant, il y a une arche. Quelques oiseaux qui volent. Alors, un rappel, il faut bien écarter les jambes pour se stabiliser. Là, je passe sous une double arche. Oui, là, on a la sensation du vide. On le sent dans le ventre. Là, je suis suspendue en plein vide comme une araignée. Mais il faut rester concentré pour pas faire une bêtise. C'est une activité dangereuse. Ah, ça c'est carrément impressionnant. Là, on peut bien admirer les paysages. Les paysages du Vercors et de la Drôme. Je suis dans une immensité de pierres, murailles grises. Et en rappel, je peux regarder les coups successifs des rochers. Ça, c'est pour un géologue, c'est un vrai privilège. Bon, je ne connaissais pas ces rappels parce qu'il a fait une très belle trouvaille. Nous quittons le Vercors pour les Vals du Dauphiné. Au pied de la Chartreuse, s'étend un territoire qui a marqué la frontière avec la Savoie jusqu'au XIXe siècle. Ce territoire est la région natale de Laurence Pinzetta, une passionnée d'histoire. Mais aujourd'hui, elle va la découvrir d'un autre point de vue. Allez, mon épaule. Très bien. Regarde. Allez, viens, épaule. Allez. Très bien. Voilà. Ah, c'est magique. On domine toute la vallée de la Bourbe. Vallée de la Bourbe qui s'étale avec toutes ses couleurs. Second plan, on continue sur les monts du Bugey, l'Épine, et puis notre symbole à nous, la Chartreuse qui est juste en face. Ah ouais, c'est vraiment magique là. Laurence s'est alliée à François Cottaz, un meneur d'attelage, pour créer dans ces vallons un itinéraire original. Moi, je suis une amoureuse des châteaux. Lui, c'était un amoureux des châteaux et des chevaux. Donc, il m'a demandé de l'accompagner pour essayer de faire une route des châteaux, mais qu'on aimerait faire à cheval. Laurence et François se dirigent vers le premier château de leur parcours. En chemin, ils traversent une forêt millénaire. Alors là, on est au cœur de la forêt de Valin. C'est une forêt enchantée, parce que c'est une forêt qui remonte à l'époque des druides.
Et nous, on envisage de traverser cette forêt parce qu'en fait, elle nous conduit directement au château de Valin et elle se termine par une magnifique allée cavalière. Donc, il y a une entrée absolument majestueuse pour accéder à la cour d'honneur du château. Allez les petits, galop, galop. C'est comme ça qu'on arrivait au château au XVIIIe siècle, parce qu'il fallait impressionner quand même. Quand on était reçu dans un château, il fallait montrer quand même son rang. Et puis on a pu rentrer au galop dans un château aussi, parce qu'il y avait des nouvelles à donner. Donc ouais, moi ça me replonge dans cette époque des châteaux, je trouve ça très bien. Super, c'est comme ça qu'on va le faire. Droite. Oui. La cour intérieure du château de Valin a conservé cette installation unique dans la région. Un bassin pour baigner les chevaux. C'était un bassin dans lequel les chevaux descendaient à titre curatif, donc soit après une journée pour se rafraîchir, soit quand ils avaient besoin de soins. Et donc ce bassin, il avait vraiment tout son rôle, quoi. Et il était là pour détendre les chevaux après l'exercice. Sous l'Ancien Régime, le château de Valin était un domaine important. Le fief de l'une des grandes familles du Dauphiné. De cette époque, il a conservé des éléments d'architecture qui font toute sa particularité. On a cette tour qui est quand même très intéressante, déjà par sa forme, parce qu'elle est ni ronde ni carrée, elle est ovale, donc c'est sa première particularité. Et là, on assoit le château comme château médiéval. Et puis la Révolution française traverse notre contrée, c'est un château qui est détruit et il faut donc le reconstruire. Et là on est au XVIIIe siècle, donc on va à ce moment-là, on va garder la partie ancienne parce que ça assoit une famille sur le territoire et on va agrandir, reconstruire le château à la mode de l'époque, c'est-à-dire que c'est un château qui devient classique, c'est le château de Plaisance. L'intérieur du château abrite un décor d'exception. Voilà, alors en fait ici on arrive dans la pièce principale de ce château qui est la salle à manger avec son décor très particulier qui positionne la fin du XVIIIe, début XIXe. C'est l'époque où la nature doit rentrer à l'intérieur de ces demeures. Donc on a tout simplement une double lecture. On a une première lecture où c'est la végétation, si on regarde sur ce mur-là, on peut imaginer le printemps. Ensuite, on a l'été avec ses couleurs dorées. Et puis on passe tout doucement à l'automne jusqu'à aboutir à l'hiver. Ça, c'est une première lecture. Et la double lecture, c'est tout simplement le déroulement de la vie. Alors, on a la naissance avec ses couleurs verdoyantes, c'est le renouveau, mais c'est aussi la naissance, la rencontre, les beaux moments de la vie, le partage. Et puis, par contre, la vie, elle est ponctuée d'accidents. Et ces accidents, ils sont montrés par ces arbres qui ont perdu leurs feuilles, qui sont déchiquetés. Mais en même temps, on a la réunion et la fin de la vie qui est l'apogée, c'est cette voûte, puisque le but, c'est d'atteindre le paradis. Allez les petits, on va repartir là maintenant, c'est bien. Bravo les petits, gentils, c'est bien. Marchez au pas. L'attelage continue son périple. À quelques kilomètres de Valin, François conduit Laurence sur un belvédère historique. Je pense que là, on arrive sur un point de vue exceptionnel sur la région du Dauphiné. On a une vue imprenable. Et on a la Chartreuse. Oh là, brave les petits, oh là. Avec devant nous le Vercors, la Chartreuse, une partie de Beldonne. Si on se penche un peu, on doit voir le Mont Blanc. Nous, on nous appelle le territoire des Vals du Dauphiné et je trouve qu'on est un petit peu le coin un peu oublié parce qu'on est loin des grandes villes, mais en même temps, on a un côté très bucolique, c'est très vert. À la mise en place de la féodalité, on a tous ces petits seigneurs, toutes ces familles, les Clermont, les Virieux, qui vont essayer de s'imposer sur ce territoire. C'est à celui qui va être le plus important.
Faut pas oublier que pas très loin, on a les Savoyards, hein, donc les Savoyards, bah, eux aussi, veulent agrandir leur territoire. Enfin, moi, j'entends les scènes de bataille, quoi. Il y a eu des gens qui ont traversé, qui ont pillé, qui ont volé. Enfin, c'était quand même un passage à défendre, quoi. François mène ses attelages dans tout le Dauphiné depuis 30 ans. Les chevaux qu'il guide aujourd'hui sont tous nés chez lui. Les chevaux sont habitués à être menés comme ça par les guides, mais aussi beaucoup à la parole. Et à la parole, on voit très bien les oreilles lorsque je parle, qui un coup se tournent d'un côté comme des radars. Népal, oh là, oh là. Voilà, brave, brave. Et on les rassure toujours, les chevaux. Dès qu'ils ont fait quelque chose de bien, on les rassure, on leur dit c'est bien mes petits. Et puis là, on dit Népal, en avant, marchez. Voilà, et les trois repartent tranquillement, ils ont entendu l'ordre et ils repartent. Là, les guides n'interviennent pas parce que c'est uniquement la parole. Le circuit de Laurence et François continue à travers champs. Laurence souhaite faire une étape dans l'un des monuments les plus remarquables du Dauphiné. Je vous emmène dans le château des Merveilles. Ça, c'est le château de la Belle au Bois dormant. C'est un château qui a été reconstruit au 19e siècle sur une base médiévale. Le château de Pupetière est un chef-d'œuvre. Il a été entièrement restauré par Eugène Viollet-le-Duc. Le célèbre architecte reprend les codes du Moyen-Âge, mais en fait une demeure de son temps avec ses fontaines et ses pièces d'eau. Ce qui est important à Pupetière, c'est les sons, parce qu'au 19e siècle, il faut savoir quand même que l'eau est importante. Et on a toute cette vue sur le paysage vallonné, mais on a cette présence de l'eau qui positionne aussi ce château au cœur du romantisme. Hein. Ce château, il se marie avec et le décor extérieur et son époque. Quand on entre sous le porche, donc on est vraiment dans l'accueil, et là on a déjà cette explosion de couleurs qu'on va retrouver à l'intérieur du château. Moi, ce qui m'amuse quand même, c'est qu'à la clé de voûte, on sait que Viollet-le-Duc avait une passion pour les chats. Et bien dans l'écusson, on retrouve le chat, donc en fait c'est la signature de Viollet-le-Duc sur ce château. Nous voilà maintenant dans la grande salle du château de Pupetière. Et en fait, si on regarde au niveau du plafond, on est tout à fait dans une salle médiévale. Avec cette explosion des couleurs, les ocres rouges, les ocres jaunes. Et surtout ce bandeau bleu avec ces feuillages blancs qui sont fermés par des traits noirs. Et c'est seulement quand on abaisse notre regard que sur les murs, on découvre des tapisseries qui, elles, datent du XVIIIe siècle. C'est une adaptation d'un bâti en mélangeant un petit peu l'origine du bâti et puis l'époque dans laquelle on le reconstruit. Aymar de Vierieux, le propriétaire, conduit Laurence dans une partie du château fermée au public. Là, on va arriver donc. Un espace sous les toits, la chapelle. Ce château appartient à la même famille depuis le Moyen-Âge. Cet oratoire conserve aujourd'hui encore un témoignage de cette longue histoire. Nous avons la chance d'avoir une des reliques de la vraie croix qui a été donnée par le pape Calixte II au retour de la première croisade. Et donc, vous avez la relique, bien sûr, la vraie croix, la relique est dans le socle. Et nous avons aussi le chapelet, une partie du chapelet de Blanche de Castille, qui était en fait chez les Carmélites avec une personne de la famille. Et comme elle l'aimait beaucoup, il a donné une partie de son chapelet. C'est un objet d'art qui a été remonté par Viollet-le-Duc au 19e, par un de ses orfèvres. Et là, vous voyez, avec des rubis, avec des émeraudes. Et bien sûr, ça, c'est quand même un objet excessivement précieux. Mais cette chapelle réserve d'autres surprises.
Où est-ce que vous nous emmenez, monsieur de Alors, Virieu? je vais vous montrer dans une cachette. Ah, les C'est une secrets du véritable château. cachette. On allait quand on était petit. Vous faisiez ça quand vous étiez petit? Non, vous voyez, il y avait un petit œilleton là pour pouvoir tirer. Il a disparu, mais il y a encore le trou. Et on avait l'été, quand il y avait tous les cousins qui venaient, on était nombreux. Voilà, un jour. Hop. Voilà, donc vous savez que c'est pas très très haut. C'était pour se cacher, pour pas déjeuner. On se mettait là, on se réfugiait, c'était un refuge. Et dans ce refuge, Aymar de Virieu retrouve un trésor. Alors voilà. Vous voyez? Voilà, il y a des arbres comme ça. Il y a aussi des calices. Il y a plein de petits trésors. Alors nous, ça nous amusait beaucoup. Mais ce que j'avais pas vu quand j'étais enfant, c'est que ces armes, certaines étaient armoriées aux armes de la famille avec la couronne. Ces armes, vous savez à quoi elles servaient? Je ne sais absolument pas. Et je n'ai jamais osé leur demander pourquoi elles étaient là. Ça fait plus de 40 ans que je n'étais pas descendu dans ce trou. Et ça vous fait quoi? Bah, beaucoup d'émotions, bien sûr. Nous quittons le château de Pupetière pour nous rendre dans la vallée. Les Vals du Dauphiné sont un territoire rural. Laurence prévoit dans son parcours une rencontre avec une jeune agricultrice qui vient tout juste de s'installer. On va au jardin des Malices, on va à la rencontre d'Aude qui cultive des plantes aromatiques. Et ça me paraît tout à fait intéressant au niveau des châteaux avec les jardins des simples. Ouais, regarde, c'est sympa. Ah ouais. Voilà, on va Ah bah tiens, je pense que là, voilà. un marché. Voilà, Aude. Voilà. Aude Vac est chimiste de formation et travaille dans un laboratoire. Oh oh, là, voilà, mes petits. Oh là. Bonjour. Ah, bonjour. Depuis 2 ans, elle met ses connaissances au service de produits naturels. Elle cultive ici des plantes aromatiques pour en faire des eaux florales, appelées aussi des hydrolats. Là, on récolte donc la menthe verte, donc qui se différencie de la menthe poivrée qui est derrière nous, par l'odeur notamment et le goût. Et donc, moi, j'utilise une faucille parce que je trouve que c'est un outil qui est bien adapté. Et donc, simplement, on vient chercher la plante et on ramène à soi pour récolter. Moi, j'aime bien le geste, en plus, avec cet outil. Tu sais, c'est très ancestral comme geste. Exactement. Ouais. Mais en fait, la culture des plantes aromatiques et médicinales, ça remonte au moins jusqu'au Moyen-Âge, voire avant. Donc, la voisine de la menthe verte, qui est la menthe poivrée, qui déjà physiquement est assez différente, donc elle est un peu plus haute, elle est beaucoup plus pourpre. Et en termes d'odeur, si tu la sens... Donc en fait, quand on froisse, là, on va briser les petits cristaux d'huile essentielle, et du coup, c'est ça qu'on sent, c'est l'huile essentielle. Ah oui. Et là, c'est beaucoup plus vraiment- prononcé, oui, c'est plus fort. Généralement, on préfère l'une ou l'autre. oui. Oh, j'ai un faible pour celle-ci. Moi aussi. Les hydrolats, aujourd'hui, la plupart des gens, ils les connaissent plutôt sous la forme cosmétique. Moi, je travaille dans une volière où je mets pas de conservateur dedans, et donc du coup, ça reste des produits alimentaires. Et la menthe, en faire une boisson, c'est extra. Ça fait comme un sirop de menthe, sauf qu'on n'a pas le côté sucré. C'est vraiment une boisson qui est très désaltérante, qui est rafraîchissante, et voilà, on peut en boire toute la journée, du coup, c'est assez chouette. Le jardin d'Aude compte pour le moment une 15aine de variétés florales. Là, c'est l'hysope, c'est une méditerranéenne pure, qui finalement se plaît assez bien chez moi. Elle a un peu des feuilles qui pourraient ressembler au romarin, avec des fleurs qui ressembleraient à de la lavande. Ça reste quand même de la famille du thym, du romarin, tout ça, et elle a ces propriétés-là aussi. Donc, c'est un très bon expectorant donc pour sortir les mucosités en période de rhume. C'est un tonique aussi, donc voilà, c'est vraiment la plante de la grippe et de l'hiver, quoi. On a un demi-hectare, c'est quand même pas grand-chose. Bah, sur ce demi-hectare, pour l'instant, bon, alors j'en vis encore pas, et moi j'ai bon espoir d'arriver à vivre de ce que je fais. C'est une envie de valoriser la terre qu'on a sous les pieds, en fait. Moi, je suis sous le charme. Je suis sous le charme parce qu'en fait, tu es toute jeune, quoi. Tu es là sur ce territoire. C'est exactement, je viens de la Chartreuse. Donc c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce terrain, c'est parce que j'ai vu sur la Chartreuse. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil à chez moi. On a toujours tendance à dire on quitte la campagne, on va en ville, c'est 2 fois mieux. Bon. Là, tu fais revivre le territoire. Tu fais partie de ces gens-là avec. C'est une belle génération, quoi.
C'est la fin de l'itinéraire. Laurence et François souhaitent le terminer sur le plus beau point de vue des Vals du Dauphiné. Alors là, en fait, on cherche un petit peu un chemin parce qu'on aimerait avoir une plongée sur le lac de Paladru. Donc voilà pourquoi on essaye. En fait, on va en direct, on essaye de trouver la meilleure des voies pour y accéder. C'est de l'arbre aux amours qu'on le verra mieux. Le Vercors, donc sur notre droite, la Chartreuse, avec tous les sommets qu'on pourrait se décrire. Donc, et attends, regarde le meilleur, regarde le meilleur. Voilà notre lac. Là, écoute, on va s'arrêter pour voir. Du monde. Ton point est vraiment terrible. C'est la fin de l'itinéraire parce que c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue, on a tout. On a le lac de Paladru avec cette palette de couleurs vertes qui nous permet d'avoir les montagnes. On a le Vercors, on a la Chartreuse, on a le Bugey. Et puis vraiment, nous on vit pas en montagne, mais sans les montagnes, on est perdu. On est perdu parce que ça fait partie de notre identité. J'ai envie de terminer sur quelque chose de merveilleux. Voilà. Le lac de Paladru est surnommé le lac bleu. Et c'est à l'aube qu'il offre le plus beau spectacle. L'ambiance du petit matin, c'est une ambiance géniale, c'est le calme absolu. Les oiseaux qui chantent, le cerveau qui se vide, les yeux qui regardent, les oreilles qui écoutent. Et on se croirait à la naissance du monde. Et puis le lac, on a l'impression qu'il est à nous, quoi. C'est très, très particulier, c'est très spécial. Ça prend un petit peu aux tripes, quoi. Il est 6 heures. Comme tous les matins, ce bateau est le premier sur l'eau. Un moment privilégié pour Jacques et Maurice, les anges gardiens de ce lac privé. Aujourd'hui, ils ont convié Laurence à les accompagner. Tous les matins, la ronde, c'est déjà de regarder s'il n'y a pas des embarcations ou des corps étrangers au milieu du lac, d'aller ramasser les déchets flottants et puis après de surveiller le trafic sur le lac, qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre ceux qui font de la voile, ceux qui font du ski nautique, puis ceux qui font de la promenade toute simple à l'aviron sur le lac. À midi, on a un débris flottant, on a une canette de bière qui n'a rien à faire au lac. Alors on trouve les emballages, les bouteilles, des plastiques, voilà. Et tout ça, ça flotte sur le lac, surtout après le week-end. Après un week-end, il y a énormément de choses qui sont abandonnées. C'est agaçant parce que quand on est sur un lac comme ça et qu'on trouve de la pollution dessus, c'est pas gai. Les gens, on les voit pique-niquer, on leur dit vous pique-niquez, c'est bien, ne laissez rien sur place. Alors tout le monde à chaque fois nous fait la même réponse, non monsieur, on vous jure, on ne laisse rien. Mais on passe derrière et puis on trouve le reste, quoi. Eux, ils ont un rôle, quoi. Ils ont un rôle, c'est la protection du lac. Tandis que moi, c'est le lac, c'est les eaux que j'ai envie de toucher, c'est mon lac. C'est là où je suis née, c'est là où je me sens bien, c'est là où, même quand on s'éloigne, on revient, quand on est d'ici. Et puis c'est fort parce que c'est pas un lac artificiel, hein, c'est un lac naturel. Il est issu des grands glaciers, glacier du Rhône, glacier de l'Isère. Enfin, faut imaginer, il y a 16 000 ans en arrière, il n'y a pas tout ça, quoi. C'était un glacier.
aller dans l'intimité de ce lac quand on est sur l'eau. On découvre toutes les maisons qui en font son caractère particulier, parce qu'il y a une architecture quand même qui est particulière. Les rives du lac de Paladru dévoilent une grande diversité d'habitations construites dès le 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas très loin de Lyon. Donc les soyeux lyonnais sont déplacés dans nos campagnes et ils ont décidé de se faire construire ce qu'on appellerait aujourd'hui des résidences secondaires, où ils se déplaçaient avec toute leur famille et il fallait quand même qu'ils montrent leur réussite. Donc c'est pour ça que les maisons des soyeux, elles ont toute une tour. Ça permet de se positionner sur un territoire et socialement. Sur la rive opposée, une petite maison témoigne d'un autre style de vie. Ça, c'est très atypique. C'est une petite architecture qui date de la fin 19e, début 20e. C'est une toute petite résidence secondaire. Alors, on imagine en dessous le local où on rangeait le matériel de pêche et on pêchait soit du bord, soit sur le lac. Et puis, on avait une pièce à vivre au premier étage et on y accède par un petit escalier extérieur. Et aujourd'hui, on en a vraiment très peu de témoignages autour du lac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est presque devenu un petit bijou autour de ce lac. On peut penser qu'il y avait la rive de ce côté-là était ponctuée de petits cabanons de pêche, comme on les appelait. Plus loin, Laurence nous emmène vers le plus impressionnant des trésors du lac. Un village qui a été englouti par la montée des eaux au Moyen Âge. Ici, il y a 50 ans, des fouilles archéologiques ont résolu l'une des grandes énigmes du lac de Paladru. Ah, alors là, on est à un endroit du lac qui est absolument fantastique parce que on est au-dessus des vestiges d'un ancien village qui date de l'an 1000. Les chevaliers paysans de l'an 1000, comme on les appelle ici, donc c'est des gens qui vivaient de la pêche. C'est un endroit qui est magique, ils peuvent vivre de la pêche, ils peuvent vivre grâce à la forêt de la cueillette, de la chasse. En même temps, construction en bois, parce que la forêt, c'est aussi ce qui a permis d'avoir les matériaux sur place. Donc tout est là pour qu'ils s'installent. Et pour qu'ils s'installent, pour y vivre. Donc on imagine un village avec des familles. C'est très émouvant, c'est très fort de s'imaginer quand même que là, il y avait une maison. Et si on joue un petit peu les détectives, on imagine bien, parce que là, on a vraiment toutes les bases de chacune des maisons est tracées et elles sont très visibles à l'œil nu. C'est vrai que quelqu'un qui passe, il voit des piquets. Mais non, c'est autre chose. Il y a eu une vie. Ça laisse pas indifférent. Allez, gars, on se réveille. Le lac de Paladru est un paradis pour les sports nautiques. On accélère les jambes. Allez, gars, on relance. Ici, le club d'aviron est une institution. Guillaume a passé toute son enfance sur le lac. Aujourd'hui, il s'entraîne pour les championnats de France. Au départ, j'ai commencé en loisir, comme tout le monde. Puis après, j'ai accroché, je me suis fait des bons copains. Et aujourd'hui, je rame avec eux et on fait des compétitions, on se marre bien. Puis on regarde la rive, on se dit, là, on a quand même de la chance de ramer sur un plan d'eau aussi beau. En fait, ici, on est un peu déconnecté du monde parce qu'on ne se rend pas bien compte de la réalité. Les journées, elles passent tellement vite, on a tellement de choses à faire qu'on ne s'ennuie jamais. L'entraînement terminé, Guillaume conduit ses amis vers sa maison familiale, sur les bords du lac. C'est là qu'il passe ses vacances depuis 20 ans. Cette maison, elle a une symbolique un peu. Symbolique familiale parce que c'est l'endroit où on se retrouve tous, avec mes parents, mes grands-parents et mes copains surtout. Ces maisons ont une caractéristique commune. Elles regardent toutes dans la même direction.
Donc ici, on est dans la pièce que mes grands-parents ont construite à notre naissance pour pouvoir qu'on profite plus du lac. Et l'avantage de cette pièce, c'est qu'il y a plein de baies vitrées, une ici, et l'avantage, c'est que n'importe où, on peut voir l'ensemble du lac. J'ai grandi dans cet univers avec les collines en face. Du coup, oui, je suis vraiment très proche du lac et très sensible à son changement ou ses différentes variations. Quand je suis en cours, quand je suis assis sur ma chaise de cours et que je regarde le tableau, je m'ennuie un peu, je pense au lac, je me dis, dans un mois, je suis au bord du lac, je vais pouvoir faire du ski, de l'aviron, profiter de mes potes. Et du coup, il a un aspect plutôt apaisant, puis il me redonne de la force. Nous quittons le lac de Paladru pour nous rendre dans le massif des Écrins. Un des sommets emblématiques, le Grand Pic de la Meije, domine un vaste espace naturel, paradis des randonneurs et des skieurs. Nous sommes au mois de mars. Dans ces hautes montagnes, c'est encore l'hiver. Cet hélicoptère est exceptionnellement autorisé à survoler le parc national des Écrins. Donc là, on est parti. On en a à peu près pour 3-4 minutes de vol pour arriver au petit refuge. Charles et Sylvia sont les gardiens du refuge du Châtellerault. On est impatients d'arriver dans notre deuxième maison. C'est la deuxième année qu'ils ouvrent pour la saison de ski de printemps. Ah, ça y est, on a le refuge en vue. Et la face sud de la Meije. On a de la chance aujourd'hui, soleil, froid, tout bon. Pas mal de neige, hein. Ah ouais, surtout à partir de là, à partir de 2000, là, il y a vraiment de la neige. La terrasse, il y a de la neige jusqu'au premier niveau, là. Alors que le pilote amorce son atterrissage, des bénévoles du Club alpin français et des gardes du parc sont déjà sur place. Niveau à l'arrière. 3, 2, 1, c'est posé. Allez, merci. L'engin repart immédiatement pour aller chercher les sacs de ravitaillement. Devant le refuge, c'est la course contre la montre pour préparer le terrain où ils seront déposés. Là, il faut faire vite parce qu'il faut essayer de faire une plateforme pour que ça soit plat. Là, c'est bon, regarde, je vais en mettre un là. Après, je vais répartir là. De toute façon, c'est mou, ça va s'enfoncer là. Il arrive. Voilà, je vais le poser là. Toutes les 10 minutes, l'hélicoptère vient poser un nouveau chargement de 600 kg. Au total, il doit faire une demi-douzaine d'allers-retours. Il est un peu tombé le bac. Mais c'est les bouteilles d'eau, c'est pas facile à poser. On va refaire une marche là. On refait un bout de plat là, mais... Pour les gardiens, les héliportages de début de saison sont toujours un moment de tension. Faut faire gaffe à la hauteur, tu vois, là il y a le toit, faut pas que ça... Bon, après voilà, le pilote il gère aussi ça, mais nous, faut juste surtout gérer les gens et le matos autour. J'en suis à 2, 4, j'en ai 8. En tout, près de 4 tonnes de vivres et de matériel sont apportés ce matin-là. Bah faut rien avoir oublié. Là il nous manque le congelé parce que le livreur a oublié le congelé. Mais on fera avec de toute façon. La dernière rotation apporte un élément indispensable au refuge de montagne. C'est nos toilettes sèches en fait. C'est vraiment un gros souci les toilettes, hein. Surtout que là on va accueillir environ 700 personnes jusqu'au mois de mai. Là, ça a l'air d'être pas mal posé. Bonne journée, à plus.
Les transports se terminent sans encombre, au grand soulagement des gardiens. Le plus stressant, c'est toujours avant l'héliportage, parce qu'on a toujours un petit peu comment ça va se passer, est-ce que les bacs vont tenir, est-ce qu'on arrivera à tout à amener à temps. C'est une organisation, une fois que c'est là-haut, c'est que du bonheur, après il faut juste ranger. Le toit du refuge se devine à peine, sous les mètres de neige. C'est là que Charles se rend pour sa première mission. Là, on est bientôt sur le toit. On va essayer de trouver la cheminée pour faire un peu de feu. Parce que dans le refuge, il fait 0. Pour qu'on ait peut-être pas trop froid cette nuit. Mais il faut la trouver. Pour ça, il utilise les techniques de recherche de victimes d'avalanche en sondant la neige à intervalles réguliers. Là, il y a 2,10 m juste sur le toit. Après, c'est bien qu'on ait de la neige sur le toit. Parce qu'en fait, cette neige, on va la faire fondre. Et c'est ça qui va nous faire nos réserves d'eau. Pour le ménage, pour un petit peu la cuisine. Là, il y a 2 Velux. Non, je devrais être pas si loin. Mais... je sais pas si je vais y arriver, non. 1h30 plus tard. Ah, je trouve rien, là. Peut-être qu'on nous l'a piqué, la cheminée. Pendant ce temps-là, Sylvia aménage le refuge. Tac. On prend quartier, là, ça y est. C'est toujours un moment assez magique. Puis là, c'est impressionnant parce qu'il y a pas mal de neige. La neige, elle monte jusqu'au 2e étage. Donc, ouais, c'est super. On est bien contents. Sur le toit, Charles poursuit sa quête de la cheminée. Ah, on est bon. On la laisse. Et on creuse autour. Il y a combien là? 1,15. Oh la vache. C'est pas qu'il y en a autant. Charles confie aux bénévoles le soin de déblayer la cheminée. Cela fait 6 ans qu'avec Sylvia, il garde des refuges. Donc un gardien de refuge, c'est un cuisinier, un hôtelier. Il faut aussi de la plomberie, l'électricité, du pelletage. Il faut savoir tout faire parce que le plombier ne monte pas. On apprend, moi je ne savais pas faire. Du coup on apprend, quand ça ne marche pas, on apprend. Sur le toit, la cheminée apparaît enfin. Reste à la dégager entièrement. Ah, on arrive bientôt. Mais là ils sont en bonne voie. Heureusement qu'on les a. Ça fait partie un petit peu de la logique. C'est pas tous les jours comme ça non plus, mais bon. C'est un peu aussi l'esprit de la montagne de tous s'entraider. Allez, j'y retourne. Dans le réfectoire, Charles peut enfin allumer le poêle. Faut préparer le feu parce que le froid va vite arriver. Dès qu'il n'y a plus le soleil, on va vite rentrer. Le bâtiment, il est encore froid, là, il fait 1 degré. Voilà, on va le monter à peu près à 10 degrés pour ce soir. Dehors, le travail des bénévoles est terminé. À la santé, à l'ouverture du Châtellerault. Allez à la saison. Eh ben merci, et puis à l'an prochain pour repelleter du coup. Rester 2 mois dans un refuge comme ça, moi je suis en admiration devant ces personnes. Voilà. Mettons la brèche de la Mèche. Une personne comme moi, je ne fais pas l'aller-retour dans la journée, quoi. Je suis obligé de faire une pause au Châtellerault, dans d'autres refuges, c'est primordial. Ça, c'est la vie de la montagne. Et sans ces gardiens, on n'est rien. Les bénévoles du club alpin et les gardiens du parc repartent. Mais pour Charles et Sylvia, ce n'est pas terminé. C'est un petit peu de neige pour la faire fondre. Parce qu'il n'y a pas d'eau dans le refuge? Non, la source, elle coule pas. Il va falloir attendre fin mai pour avoir de l'eau. Là, c'est de la neige, mais après, on récupère l'eau du toit. Pour faire un peu le ménage ce soir, puis pour la soupe, il va falloir que ça fonde. Si on veut manger. Tu peux la mettre où alors, cette neige? Et bah, sur le poêle, et puis dans 2 heures, ça sera de l'eau. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouais.
Charles fait alors le point sur les réserves. Il a dû tout prévoir pour nourrir les clients jusqu'à la fin de la saison de ski dans 2 mois. Donc ça, c'est la cave où on a nos produits qu'on sert le plus. 30 kg de pâtes, on a 70 kg de riz. On a 35 kg de lentilles, 35 de pois cassés. On a monté 1000 œufs pour les omelettes, pour faire les gâteaux. Là, on vient de se rendre compte que le livreur nous a pas amené le chocolat en poudre pour le cacao pour le matin. Du coup, Sylvia redescendra. Et ben ça, c'est le pain. Donc on a 60 pains. C'est des pains de 2 kg. C'est des pains d'alpage, ça s'appelle. On va pouvoir les garder plus d'1 mois. Il va falloir qu'on les brosse pour pas que l'humidité se mette dans la farine. Et après, on les mettra au soleil pendant une journée entière, pile, face. Et ça, on y refera tous les 10 jours. Et on les remettra dans ces sacs pour pouvoir les conserver. Et le pain, c'est pas du tout du pain dur. Le secret du pain. Je vous montre la suite. Donc là, c'est notre chambre. On dort 6 mois de l'année. C'est un petit peu le bazar. Hein. On a toutes nos affaires qu'on n'a pas rangées. Voilà, là, par contre, c'est la partie la plus froide du refuge. C'est-à-dire, il fait quelle température? -1. Le froid, ça conserve. Ouais, fait -1. Après l'été, ça monte à 12 degrés dans l'été. Mais bon, on dort avec 2 couettes, on est habitué. Alors que le soleil disparaît derrière les sommets, Charles et Sylvia savourent une petite pause. C'est quoi les qualités d'une bonne gardienne? Supporter son gardien. C'est peut-être ça la plus grosse qualité, parce que c'est vrai que c'est pas évident de travailler 24 heures sur 24 avec son compagnon. Accepter que l'autre travaille différemment, qu'il peut avoir aussi des coups de moins bien. Des fois, il y en a un qui est démotivé, l'autre lui dit allez, encore un petit peu. C'est vrai que c'est bien de bien s'entendre aussi, c'est important. Nous retrouverons Charles et Sylvia en plein cœur de la saison d'été. Dans la vallée voisine s'étend le domaine skiable de la Grave. Unique en France, il est exclusivement consacré au ski hors piste. Une seule remontée mécanique gravit 2000 mètres de dénivelé à l'ombre du fameux grand pic de la Meije. Ce matin, exceptionnellement, les cabines fonctionnent avant l'ouverture au public. À bord, Pascal Guibou, un guide de la Grave, monte pour évaluer les risques d'avalanche sur le terrain. Car ici, la montagne est laissée à l'état naturel. Pas de piste balisée, ni damée, et aucun déclenchement d'avalanche. Pour chacune de ces commissions, Pascal réunit une dizaine de guides de haute montagne et de moniteurs. Tous savent que c'est une opération périlleuse. Ils ont 1 heure pour estimer les menaces potentielles. Les skieurs entrent dans le domaine hors piste. Ils se séparent pour évaluer le danger en différents endroits de la montagne. Pascal commence ses tests sur une pente exposée au sud, dans les vallons de la Meije. Car l'ensoleillement augmente les risques d'avalanche. Avec lui, un autre guide de haute montagne. Là, on est dans une pente relativement marquée. Et là, je suis en train de regarder un petit peu l'état du manteau neigeux, au moins en surface. Donc clairement, là, on a une 40aine de centimètres de neige poudreuse. Après cette couche de neige poudreuse, on a ces couches de plus en plus dures. Et puis, à un moment donné, on a une couche qui oppose un peu moins de résistance. Souvent, nous, on parle de couches fragiles. Dans ces tests, qu'est-ce qu'on essaye de ressentir ou de sentir, hein? C'est l'impact qu'elle pourrait avoir avec le passage de skieurs, des gens qui s'arrêtent dans une pente et qui surchargeraient ce manteau neigeux.
rapidement, quand on va approcher de midi, c'est vraiment une neige qui va s'alourdir, qui va devenir lourde et qui risque de faire des avalanches en forme de poire. Une petite boule qui part des rochers et ça risque de nous faire partir des avalanches qui vont s'élargir, d'où le nom l'avalanche en forme de poire, de la neige un peu lourde. Si on veut garder ce système de ski hors piste, de station à l'état un peu sauvage, il faut qu'on fasse ça. Et ça permet de garder ce domaine tel qu'il est pour l'instant. C'est au tour de Pascal de descendre pour tester la tenue de la neige sous les skis. On part un à un, simplement pour éviter qu'il y ait un déclenchement d'avalanche qui descende sur une personne qui serait en contrebas. Les deux guides rejoignent le fond du vallon. Car sous le glacier du Râteau, un autre type de danger menace les skieurs. Là, il y a un risque supplémentaire, c'est ces fameuses chutes de sérac. Les pentes sont très raides, très hautes. On a pratiquement 2000 mètres de dénivelé au-dessus de la tête. Et ce n'est pas rare qu'on ait des chutes de glace qui viennent dans ces pentes de neige et créent des avalanches. À mi-chemin de la descente, Pascal retrouve d'autres membres de la commission pour faire un premier point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'effondrement, pas de fissure dans le manteau neigeux, pas de propagation depuis le sommet. Hein. Là, on arrive à peu près à 2004. On met de la distance entre nous. Jérôme, un des patrouilleurs, atteint le bas du domaine vers 2000 mètres d'altitude, au début de la forêt. C'est ici que les effets des avalanches sont le plus visibles. Là, vous voyez, on a un très très bon exemple par rapport à ce sapin, vous voyez, qui a été dégarni d'un côté, ce qu'on appelle un peu une forme en drapeau. Et donc ça, c'est vraiment le souffle de l'avalanche. Donc là, clairement, dans ces endroits-là, on demande aux skieurs de ne surtout pas stationner. Hein. On leur dit souvent de ne pas sortir le pique-nique, par exemple. Hein. Voilà. Ce jour-là, la commission d'évaluation des risques préconise l'ouverture du domaine au public. Les premiers skieurs se lancent dans les pentes, mais tous ici doivent s'équiper du matériel de sécurité, dont le DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Le DVA, vous voyez, qui a un émetteur-récepteur qui est toujours en mode émission pendant qu'on descend. Hein. Et en plus, on a toujours cette fameuse pelle qui va nous aider à sortir rapidement la personne ensevelie. Hein. Et on a aussi donc, la sonde, voilà, pour pouvoir localiser en fait, physiquement la personne ensevelie. Voilà. Son travail terminé, le guide Pascal Guibou monte au point culminant du domaine. Il y retrouve Dylan, un jeune champion de la grave. On est presque à 3600 mètres d'altitude. On a tout le parc des écrins devant nous. On a notamment un sommet emblématique qui est la barre des écrins. C'est notre seul 4000, qui est d'ailleurs le 4000 le plus au sud de l'arc alpin. Dylan, 21 ans, a appris à skier sur les pentes de ce site unique. J'adore venir ici, c'est un peu le départ de beaucoup d'itinéraires et c'est le plus haut, donc on sait qu'on a la plus longue descente après qui nous attend. Donc le terrain est super varié, joueur, on va dire, pour tout type de skieur. Du coup, moi, je suis comme un fou là-dedans. Ouais. Ensemble, ils se dirigent vers un des couloirs les plus vertigineux, que Dylan s'apprête à descendre. Quand on est au départ, ça fait toujours un vide, ça fait toujours un peu peur, mais c'est excitant aussi, c'est un peu pour ça, on a le cœur qui bat, c'est un peu l'adrénaline et ouais, c'est quand même beaucoup de plaisir. Là, il a choisi de passer carrément dans les barres rocheuses, un saut. Et il finit son run en trace directe, dans les traces. Ah, super Dylan, super.
C'est assez unique. Et après, des stations balisées, on en a de partout. On vous dit à tel endroit, vous avez le droit d'aller ou pas le droit d'aller. Là, on vous dit, voilà, vous avez le droit d'aller de partout, mais c'est à vos risques et c'est à vous de vous renseigner, d'apprendre un peu, de parler avec les guides, tout ça, pour savoir où aller. Et c'est super intéressant. Moi, je trouve ça magique ici. Ouais. En station classique, on va transformer un petit peu la montagne de façon à amener le skieur au sport d'hiver. Et nous, on essaye de transformer le skieur pour l'amener à la montagne. On cherche à faire en sorte que ce domaine soit pédagogique et que les gens viennent apprendre la montagne d'hiver ici à la Grave. Sous les barres rocheuses, Pascal et Dylan se rendent dans un des endroits les plus singuliers de la Grave. On a la possibilité, juste par ce trou, de pénétrer sous l'arche du glacier. On se retrouve sous le glacier du Râteau, c'est la fin du glacier. Quand j'étais enfant, souvent je venais avec mon père. Même nous qui habitons ici, on vient tout le temps, c'est toujours magnifique et c'est super sympa d'être dans une grotte de glace en plein milieu de nulle part qui part super profond, donc c'est incroyable. Ici, comme sur le reste du domaine, Pascal rappelle certains principes de précaution. Il faut quand même se rappeler que tout ça, c'est en train de bouger. Le glacier, c'est un immense rabot. C'est les glaciers qui ont sculpté les vallées. Donc tout ça, en ce moment, ça descend tout doucement vers le bas. Comme il y a des mouvements, d'ailleurs, on peut voir, on a quelques chutes de glace qui tombent depuis le haut. Donc il faut faire un petit peu attention. Le domaine de la Grave est un des derniers des Alpes laissés à l'état naturel. Il a su résister à la pression des grandes stations de ski alentour. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour préserver ce domaine-là, pour le transmettre. C'est un peu comme un héritage. Et ces générations futures, Dylan en fait partie, faut qu'elles puissent profiter comme nous de ce domaine de liberté, de ski, de partage, de plaisir et d'apprentissage. Retour en Chartreuse, au cœur de l'été. Avec ses hautes falaises, ses épaisses forêts et ses vallées profondes, ce massif protège depuis des siècles un des monastères les plus mystérieux de France. Personne ne peut y pénétrer. C'est la Grande Chartreuse. Pour s'en approcher, il faut emprunter une route qui monte progressivement au cœur de la montagne. On va quitter la ville, on va quitter la population, on va quitter le monde petit à petit. J'ai eu souvent l'occasion de venir en Chartreuse et pour moi c'est toujours un lieu qui ne laisse pas insensible. C'est un lieu chargé de spiritualité, d'histoire et assez extraordinaire. Donc j'aime beaucoup venir ici. Oui. Chantal Spielmaker est conservatrice en chef du patrimoine. Elle prend régulièrement cette route pour se rendre au monastère. Une manière de revenir sur les pas de Saint Bruno, le fondateur de l'ordre des Chartreux. On va s'immiscer, s'imprégner de ce paysage qui devait être le même probablement au Moyen-Âge. Voilà, là on vient de franchir la limite de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse. Cette route, c'est un peu comme un rite initiatique. C'est la route qu'a emprunté Bruno. Lui, il l'a emprunté à pied, à cheval, avec 6 compagnons, puisqu'ils étaient à la recherche d'un endroit totalement isolé, à la recherche de solitude, de silence. Et c'est sur cette montagne qu'ils vont le trouver. C'est dans cet endroit reculé que Chantal nous conduit. Ce lieu que Bruno a choisi pour se retirer hors du monde
à l'image des tout premiers ermites. Aujourd'hui encore, on appelle cette vallée profonde le désert de Chartreuse. Quand on parle de désert, on s'attend à voir un bout de Sahara, mais en Occident, le désert, c'est la forêt, c'est l'altitude. On voit le monastère qui est niché au pied du Grand Son, à plus de 2000 mètres. Et cette végétation, ces rochers, cette montagne qui font un écrin et un écran à la vie des moines qui sont encore là aujourd'hui. Environ une vingtaine de pères et de frères qui sont installés dans ces murs, dans une cité monastique extraordinaire, dans ses dimensions. C'est 5 hectares de toiture, c'est 40 000 mètres carrés de bâtiments. Ça paraît extraordinaire, mais c'est une architecture qui est conçue pour une vie spirituelle, mais aussi une vie communautaire. Chantal poursuit la route qui conduit au monastère et passe dans les gorges du Guillemort. On arrive là au pic de l'Œillette et ce pic et la montagne formaient un verrou. Il y avait ici un petit fort, il y avait un portier et un petit bâtiment qui reliait les deux montagnes et qui fermait complètement l'entrée du désert avant de poursuivre pour aller jusqu'au monastère. Un peu plus loin, le long du torrent, Chantal se dirige vers l'une des entrées historiques du désert. Là, on se trouve sur la route qu'ont pris les premiers ermites, celles qui existaient au XIe siècle. Et on a vraiment cette impression qu'on peut avoir quand on arrive au désert. Et on va se trouver face à la porte de l'enclos. Pendant 700 ans, ce lieu a été gardé. Et ici, les hommes en armes devaient déposer leurs armes. Les femmes ne passaient pas. Elles n'étaient pas admises dans le désert. Et à partir de là commence l'interdiction aussi de chasser, de pêcher, de capturer des oiseaux ou des animaux pour protéger les privilèges des Chartreux. Le lendemain, le jour vient de se lever sur la Chartreuse. Il est 8 h du matin, une heure particulière pour arriver au monastère. On approche du monastère après avoir franchi les étapes du désert et je voulais vous amener à ce moment-là, avant que la lumière soit sur le monastère. Il est encore dans l'ombre, caché derrière le Grand Son. Et c'est un moment que je trouve assez sublime au milieu de cette nature extraordinaire. On se sent presque obligé de parler à voix basse dans ce lieu, si proche du monastère où une vingtaine de moines vivent une vie spirituelle. Ils se sont déjà réveillés 2 fois pour accomplir l'office de nuit et se retrouver à l'église et chanter ensemble. Ces hommes ont fait le choix de la solitude et du silence. Et les pères ne parlent pas, ils parlent qu'1 fois par semaine. Et donc, dans leur cellule, c'est uniquement le travail manuel, la prière. Et 1 fois par semaine, ils se retrouvent à manger ensemble au réfectoire. C'est vraiment la solitude qui domine. Remaniée plusieurs fois depuis le Moyen Âge, l'architecture actuelle du monastère date du XVIIe siècle. On voit bien sûr ce mur d'enceinte, c'est un mur de clôture. Et on voit tous ces petits pavillons, tous ces petits ermitages qui sont les cellules des pères. Quand on dit la cellule, c'est en fait une maison sur 2 étages dans laquelle le père séjourne de son entrée au monastère jusqu'à sa mort, et tous les jours. Cette architecture, elle est difficile à classer. Certains parlent d'architecture cartésienne. On peut parler surtout de bâtiments en pierre massive, mais c'est aussi une architecture, je dirais, monacale alpestre, due aux hivers rigoureux et à la neige, sans aucune fioriture, pour rester fidèle à la règle d'origine, une règle de simplicité.
À la même heure, un autre habitué du monastère prend la route. Bertrand est un enfant du pays. Pour lui, la Chartreuse, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Dans la région, quand on faisait des trajets en montagne et qu'enfant on avait un petit peu mal au ventre, alors nos parents nous mettaient quelques petites gouttes d'élixir végétal, hein, l'élixir de longue vie, vraiment ce qui est au démarrage de la Chartreuse. Et par miracle, plus de maux de ventre et on retrouve le sourire et tout va bien. Bertrand Denève est l'une des rares personnes à pouvoir pénétrer dans le monastère. Il travaille à la distillerie qui fabrique la célèbre Chartreuse, la liqueur des pères chartreux. Aujourd'hui, les moines vont lui remettre les plantes à distiller. Pour la première fois, on dit vous allez rentrer au monastère chercher des plantes. C'est une autre dimension. Et on se dit qu'on va pénétrer dans un endroit où peu de personnes sont allées, peu de personnes sont rentrées, et où, effectivement, on va percer un petit peu un mystère. On vient en moyenne tous les 15 jours, c'est un petit peu à leur demande, suivant un peu leur rythme de prière, on vient récupérer ce qu'ils nous mettent à disposition. Là, on arrive devant le monastère. Donc, je vois que frère Jean-Jacques m'a laissé la porte ouverte. C'est frère Jean-Jacques, le moine chargé de la fabrication de la liqueur, qui accueille Bertrand. Ça y est, c'était une petite récolte, mais elle est de qualité. On est venu chercher un sac bien spécifique qui rentre dans la composition de la liqueur. Je ne vais pas pouvoir vous l'ouvrir parce que c'est un espèce de scellé, hein, qui est posé sur les plantes. On a un petit peu un pacte avec les Chartreuses, c'est que ce qui sort du monastère, eh ben on va l'ouvrir uniquement au niveau de la distillerie. Depuis le XVIIe siècle, les moines gardent le secret des 130 plantes qui composent la liqueur. Bertrand reprend la route pour apporter ce trésor à quelques kilomètres du monastère. C'est là que se trouve la toute nouvelle distillerie des Pères Chartreux, encore en chantier. Cette nouvelle distillerie est dans un cadre magnifique au pied des montagnes. Et chaque matin, quand on arrive sur ce site, c'est un émerveillement. Et on est vraiment dans le cœur de la Chartreuse. Bertrand va charger les plantes dans ses alambics ultramodernes. Chaque année, 1,5 million de bouteilles de liqueur sont produites ici et exportées dans le monde entier. Cette puissance de la Chartreuse verte, on l'a dès l'ouverture de ces moutures. C'est une puissance qu'on a au nez et je pense que cette odeur nous suit constamment. Voilà. On a l'impression d'avoir déjà toute la palette aromatique de la Chartreuse verte. C'est toute cette complexité qu'il y a, toute cette interaction de plantes qu'il y a. On l'a vraiment là déjà au nez. C'est explosif, c'est floral, c'est racinaire. On sent déjà cette perception des amers qu'on aura. C'est vraiment très très puissant. Pourtant, lui-même ne connaît pas les plantes qu'il distille. On a envie de savoir plein de choses. Des fois, on se dit mais c'est terrible, il y a certainement cette plante-là. Et finalement, quand on regarde Don Benoît, au frère Jean-Jacques, on lui pose cette question et puis il dit on le dit. Bertrand est le seul à maîtriser les savoir-faire qui donneront naissance à la liqueur. Voilà, on va refermer la trémie.
l'alambic sera refermé, on vient de charger ces plantes qui seront distillées. À côté, on se retrouve avec le macérateur où d'autres plantes sont en macération. Les chartreux ont appris à extraire le meilleur de la plante, soit dans la distillation, soit dans la macération, soit dans l'extraction, soit dans l'infusion. Voilà, là on est sur la recette de macération. Les chartreux peuvent contrôler à distance cette étape de l'élaboration de la chartreuse verte. Si frère Jean-Jacques voit qu'il y a un petit paramètre qui ne lui convient pas, il peut interagir avec cette synoptique aussi, contrôler la distillation aussi depuis leur centre de supervision, leur laboratoire au monastère. On a des moines du XXIe siècle. Frère Jean-Jacques vient ici tous les jours. Exceptionnellement, il a accepté de nous ouvrir la porte de son laboratoire. Je viens pour contrôler le degré de liqueur avant d'aller à la cave et quand ça partira à l'embouteillage. Alors attendez, je fasse attention à ne pas faire de bêtises. Donc j'ai mis ça. D'accord, donc je mets ça là. Donc je démarre ma distillation. Je ne suis pas ni chimiste ni quoi que ce soit, ça c'est un savoir-faire qu'on se transmet de frère à frère. On prend la relève, on continue quelque chose qui existe depuis un bon moment, et on passera à d'autres après. Donc, tout ça c'est très motivant. Pour nous, ça s'inscrit dans une tradition vivante de la liqueur. La chartreuse, les plantes, tout ça c'est vivant. Depuis quelques années, la liqueur de Chartreuse a le vent en poupe. La liqueur chartreuse, c'est une image vieillotte, c'était les vieux qui buvaient ça. Donc il a fallu rénover toute la liqueur, toute l'image de marque. Donc ils ont commencé à travailler justement avec les bars, avec les barman et toutes ces choses-là. Et maintenant, ça porte ses fruits maintenant. C'est pas quelque chose de purement industriel, point final, qui est vendu pour être vendu et pour être bu. Quelque part, c'est fait par des moines qui, eux, n'en boivent pas déjà. Et qui, est-ce que ça fait quelque part une âme, voilà, quelque chose comme ça, auquel apparemment certaines personnes se raccrochent. Nous quittons la nouvelle distillerie pour descendre dans la vallée. À Voiron sont conservées les caves historiques de la Chartreuse depuis le XIXe siècle. Et c'est sur le toit du bâtiment que Bertrand retrouve Nicolas Diedrich, le directeur du site. C'est toujours aussi impressionnant. Ce qui est super intéressant ici, c'est que déjà le point de vue est unique. Je crois qu'on n'a jamais emmené personne ici. Et puis, on voit bien ici cette cave, 164 mètres de long. Et ben, on peut admirer ici la perspective entre le bout de la cave, là-bas, plein nord, et jusqu'ici, le lieu le plus au sud. Et puis cette convergence qu'on le retrouve entre la voie ferrée et ici, ce lieu qui a été un dépôt, qui a été un stockage pour les liqueurs de Chartreuse. Nous suivons Bertrand dans le Saint des Saints. C'est dans ces caves qu'une partie de la liqueur est mise en élevage. La durée de vieillissement de la Chartreuse est aussi un secret bien gardé. Là, on est venu prendre un témoin du temps qui passe. Les moines nous ont demandé de prélever des différents échantillons pour les prochaines liqueurs qui seront bientôt en bouteille. Et puis, ils nous diront si effectivement on peut bien prélever la liqueur sur le tonneau 154. Les caves de la Chartreuse conservent la mémoire d'un siècle de fabrication de la liqueur. Ici, c'est un véritable petit meuble d'apothicaire. Je vais vous montrer un petit truc. Je le cherche. Voilà. Alors, pourquoi je vous sors cet objet? Ce qui est intéressant, c'est que les moines chartreux, à l'origine, ils vont produire l'élixir. Ça sert à soigner, c'est un véritable médicament.
Et ici, dans le médicament, sur cette base de cet élixir, on a un dentifrice. Un dentifrice, nous, on pense souvent à de la pâte. Et là, on est sur quelque chose qui est liquide. Mais ce qui est particulier, c'est que ce dentifrice, on ne l'utilise pas comme nous, la pâte de dentifrice. Du coup, ce dentifrice, il est fait pour soigner toutes les infections dentaires. Et en fait, du coup, on venait mettre quelques gouttes dans l'orifice, ici, directement dans l'oreille, pour pouvoir soigner au plus proche toutes les infections dentaires. Parce que les dentistes, à l'époque, ils avaient plutôt mauvaise réputation et tendance à vouloir directement arracher les dents. Quelques heures plus tard, sur les rives de l'Isère, à Grenoble, Bertrand et Nicolas nous emmènent dans un bar à la mode. Ici, Geoffrey est un maître dans l'art du cocktail à base de chartreuse. Le Last Word que je réalise en ce moment est un cocktail qui a été inventé en 1925 à Détroit. C'est un cocktail que les gens apprécient énormément, qui est très frais, qui a des notes très herbacées de la chartreuse. C'est notre travail de tous les jours en fait, de faire découvrir aux gens, à nos clients, la chartreuse, de leur montrer qu'on n'est pas que sur un produit digestif, un produit vraiment puissant qu'on peut boire à la fin du repas, mais plutôt sur une boisson très travaillée et très agréable en bouche une fois mariée avec d'autres produits et vraiment qui va très bien en cocktail. Merci. Bonne dégustation, messieurs. Merci. Et ben Bertrand, santé. Santé à cette belle journée. À cette belle journée. Merci. Merci. Retour aux écrins, dans le vallon du Châtellerault. La neige a fondu autour du refuge depuis son ouverture au mois de mars. À 4 heures de marche de là, des alpinistes pas comme les autres descendent au milieu des plaques de glace. Ils sont à plus de 3000 mètres d'altitude. Et alors vous jouez quoi ce soir? Country plutôt, ouais, c'est ça. Je pense, hein. Et c'est cool, il y a du temps de répète, là on va arriver tôt. C'est pour répéter tranquille. Ouais. Ah, on n'est pas rendu encore. Hein. En tête de la cordée, Gaspard. Plus qu'un randonneur, c'est un musicien professionnel. Il a eu l'idée de créer un groupe pour donner des concerts de refuge en refuge. Ce soir, ils ont rendez-vous au Châtellerault. Ah ouais. Moi j'ai une guitare dans la grosse housse qu'on voit à l'arrière et une balalaïka qui est là dans le sac à dos. Voilà, en plus de quelques affaires, matériel d'alpiniste, quoi, crampons, piolets, casque, baudrier. Une petite vingtaine de kilos. Pas le droit à la chute, non, à aucun moment. Si on tombe, on casse les instruments, donc pas le droit à l'erreur. Timothée, c'est l'ingénieur du son. Face à la pente, face à la pente. Il doit redoubler d'attention, car il transporte du matériel particulièrement fragile. Là, tu as une marche sur ton pied. Ouais. C'est excellent. J'ai beaucoup de matériel d'enregistrement. J'ai de quoi enregistrer 12 instruments en même temps. Donc c'est vraiment lourd. J'ai des pieds de micro, des câbles, des trucs. Ça fait plus de 20 kilos, quoi. C'est le père de Gaspard, guide de haute montagne, qui ouvre la voie. Car leur tournée passe par les plus hauts sommets des écrins. C'est une grande aventure quand même. On est parti de la Grave, on passait la brèche de la Melge qu'on voit là-bas au fond. Et donc le lendemain, de bon matin, de nouveau l'escalade jusqu'au sommet du Grand Pic. C'est souvent le couronnement d'une carrière d'alpiniste, la traversée de la neige. Là, pour Jean-Christophe, par exemple, c'était sa deuxième course après le Mont Blanc. Voilà. La chanson est super belle et on l'avait fait avec 4 belles voix. Ouais. Ça envoyait vraiment bien. Avant d'atteindre le vallon, les musiciens rencontrent une dernière difficulté. Un passage délicat dans un pierrier. Ça, c'est bien pourri comme descente là. Tout qui se barre là. Ouais. Une petite descente abrupte,
poussiérerie interminable. Oula. Les musiciens arrivent enfin en vue du refuge. On le voit là, juste en bas. Ils ont encore 1 heure de marche avant d'atteindre leur but. Au même moment, pour Sylvia, la gardienne du refuge, c'est le coup de feu. Alors, les 2 omelettes de fromage, c'est ça? Celle-là. Je vous débarrasse? Beaucoup de randonneurs aujourd'hui sont venus du bas de la vallée. Oui, non, ça n'arrête jamais. Voilà, il y a un petit peu de monde. Ils viennent pour boire un coup ou pour manger à midi. Voilà. C'est plus de la restauration. Mais ça fait partie du job. On a pris ce refuge avec un accès facile, donc on sait qu'il y a un service à midi. Manger son omelette avec un cadre comme ça, c'est pas mal. À l'intérieur, Charles guette l'arrivée des premiers alpinistes venus passer la nuit. Vous allez où demain? Alors, vous prenez 3 places, on mange à 19h. Puis je sais pas si vous savez, mais on a un petit concert ce soir. On a vu qu'on ne peut pas se passer. Voilà, en fait, c'est la tournée des refuges et ils font tous les refuges des écrins. Faut qu'on regarde si on a tout le monde, mais là, je crois qu'il nous manque un groupe qui arrive des écrins. C'est pas un col très facile d'accès. Inquiet, le gardien se décide à appeler le refuge d'où sont partis les alpinistes absents. J'avais un groupe qui venait de chez toi, là, au nom de Peepers, qui passait par le col des écrins. Ils étaient chez toi hier soir? Ils étaient chez nous hier, ouais. Parce qu'ils sont pas arrivés encore chez moi. Bah écoute, ils vont peut-être pas tarder, hein, normalement. Eh ben, je te tiens au courant si je les vois pas. Ouais, pas de problème. Allez, bah bonne soirée à vous. Salut. Faut les surveiller, mais faut pas qu'ils se sentent trop en sécurité. Après, ils vont se lancer dans des choses qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Et c'est là qu'il peut arriver des choses désagréables pour eux. 1 heure plus tard, le groupe attendu arrive enfin. Charles profite de la belle lumière de fin de journée. On essaye de prendre une photo un petit peu différente par jour pour mettre sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est aussi une partie du métier de se faire découvrir, d'entretenir des sites, tout ça. On aime bien notre vallon qui est vraiment surplombé par cette neige là qu'on peut voir là-haut. Toute la saison, Charles témoigne des changements de la nature dans ce paysage. Au printemps, il n'y avait rien qui coulait, il n'y avait aucun bruit dans le vallon. Nous, là, le ruisseau, il a commencé à couler pas avant le 1er mai cette année. Moi, je préfère le silence du printemps. Aucune cascade qui coule et la neige, ça doit aussi absorber un petit peu le bruit. Moi, j'aime bien le calme du printemps. De leur côté, les musiciens arrivent enfin au refuge. Bonjour. Salut. Charles. Gaspard. Salut. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé le passage, tout ça? Nickel, ouais. Ouais, nickel. Au même moment, du fond de la vallée, un autre membre du groupe arrive pour se joindre à la tournée des refuges. Sur le dos, rien de moins qu'une contrebasse. C'est sur le contretemps, du coup, ça fait pa, 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 pa. Et c'est dans un dortoir que le groupe enfin réuni fait sa répétition. Mais déjà, en cuisine, Charles s'apprête à servir le dîner. Faut que ça soit bon, mais de la quantité, parce qu'ils ont faim. Bon, après, c'est pas du 3 étoiles, nous, ce qu'on fait, mais... Donc ça, c'est des Dio vin blanc. Voilà. C'est des Dio qui viennent de Savoie. C'est une petite boucherie qui nous les fait. Un bon Dio, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de gras, quoi. Et qu'il soit vraiment assez tendre. Donc ça, c'est 8. Le régime des refuges, c'est le quotidien des musiciens pendant toute leur tournée, avec quelques carences. Beaucoup de fromage, évidemment, plein de viande. Il n'y a juste aucun fruit, aucun produit frais, quoi. Donc pendant 2 mois, c'est un peu... on n'a pas l'habitude. Mais heureusement, on est plutôt gâtés par les gardiens. Dès qu'ils ont des fruits frais, ils nous en donnent. Dès qu'ils ont des choses fraîches, eux, ça leur arrive pas toujours non plus. Mais dès qu'ils en ont, en tout cas, ils nous en font profiter.
Avant la représentation du soir, les musiciens improvisent un petit concert sur le toit. Du matin jusqu'au coucher, on sent qu'on fait quelque chose d'intense, qu'on est en montagne, on est presque toute la journée dehors, avec les gens qui nous suivent, avec les gardiens. Ça change beaucoup de choses par rapport à nos vies habituelles. On partage avec eux la montagne et du coup il y a une complicité d'emblée avec les musiciens. On se sent presque avec des amis, quoi. Du coup c'est bien ça, c'est vraiment un plus. Quoi de mieux qu'être au milieu des montagnes, pas un bruit, à part quelques animaux, pour avoir de la musique acoustique. Donc vraiment, chapeau à ces gars-là qui montent les instruments jusqu'ici, juste pour le plaisir de nos oreilles. I'm going down to see my father. Ça fait vraiment ressortir l'ambiance, l'esprit du refuge, la convivialité, le partage, encore plus que d'habitude. Nous retournons dans le Vercors à la fin de l'hiver. Au col de Rousset, Régis Kahn part pour une randonnée mythique d'une 50aine de kilomètres. La traversée du massif du sud au nord. Ouais, tu vois, Blandine, Benoît, là, en fait, c'est une corniche. Donc, c'est une accumulation qui est liée à l'accumulation de neige, liée au vent du nord. Donc là, on a de la chance parce qu'il fait beau, on suit la ligne de crête. Mais il faut s'imaginer avec pas mal de brouillard. Là, tu tombes là, tu passes dans le Diois. Donc, c'est un peu les risques qu'il y a quand on est sur les rebords des plateaux du Vercors. Parce que là, c'est vraiment en train de décrocher maintenant. Régis Kahn arpente depuis des années les falaises du Vercors. Ce matin, il est accompagné d'un conservateur de la réserve des Hauts Plateaux et d'une passionnée de l'histoire du massif. Et là, tu vois, on arrive, on voit un cairn. Ouais. Bah, c'est pour permettre de s'orienter. Et sur chaque petit monticule de la montagne, tu as des cairns. Et tu peux les suivre comme ça sur toute la traversée du Vercors. Il y a des endroits, tu es content de les voir. Quand il y a vraiment le brouillard, tu vois. Aux portes de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, ce paysage sauvage accueille une faune préservée. Ce matin, un premier vautour fauve survole les randonneurs. C'est un oiseau qu'on a réintroduit sur le Vercors dans les années 90. Et depuis 2007, on a enfin de la reproduction sur le territoire, donc c'est super intéressant. On a quelques couples qui sont en train de s'installer juste en contrebas là, sur les falaises du col de Rousset. Donc, petite population qui vient profiter de ces barrières ici pour trouver des ascendants grâce aux courants thermiques qui sont en train de remonter la paroi. C'est un cadeau d'en voir un comme ça? Ah bah ouais, surtout d'aussi près, c'est toujours un réel plaisir. La randonnée reprend vers un des points de vue préférés de Régis. On a toute une ligne de crête qui va du sud au nord du Vercors, avec le plus haut sommet du Vercors qui est le Grand Vémont, qui culmine à 2341 mètres d'altitude. Et puis vous avez une vision quasi intégrale de la réserve des Hauts Plateaux du Vercors, qui est une réserve naturelle. Et c'est surtout une source de dépaysement et d'itinérance. Pour Blandine, ce paysage explique en partie l'histoire des maquisards pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour parler de l'histoire sur le Vercors, il faut commencer par une page de géographie, en fait. Tout est intimement lié. Et en fait, on a là, sous les yeux, tout ce qui constitue les atouts de cette forteresse naturelle qu'on va utiliser pour un plan de résistance, le plan montagnard.
On a un couvert forestier qui est intéressant, mais aussi ce plateau immense qui va permettre et aux hommes de se déplacer, de s'entraîner, et puis surtout cette barrière naturelle. C'est vraiment la particularité du Vercors, cette ceinture de calcaire. C'est autant de sommets, on pourrait comparer ça à un château fort naturel avec des tours de guet en fait, tout simplement. Blandine va poursuivre la randonnée avec Régis, en passant par des lieux chargés d'histoire. C'est la première fois qu'elle emprunte ces chemins à ski. Du coup, ça donnerait envie d'aller jusqu'au sommet du Grand Vémont. C'est la liberté. Tu vas où tu veux, un rythme de déplacement lent. C'est vraiment un ski qui allie le plaisir de la glisse et surtout de la découverte des milieux. Et ça, moi, j'adore. Régis est un spécialiste du ski de randonnée nordique, qui allie la légèreté du ski de fond au plaisir de la descente. J'enlève mes pots de phoque. Prêt pour la descente. On va pouvoir s'amuser. Pour lui, ce sport est le moyen idéal de découvrir le Vercors et ses différents reliefs. Tout l'avantage, c'est d'avoir ce talon libre. Et c'est aussi tout l'enjeu, puisqu'on va être sur des jeux d'équilibre. Et en fait aussi, on est en toute neige, on est sur les terrains sauvages qui ne sont pas damés. On est en connexion avec notre élément. Blandine et Régis quittent le col de Rousset et les hauts plateaux du sud du massif et remontent vers le nord du Vercors, sur les traces des maquisards. Ils termineront sur le plateau de la Molière, au-dessus de Grenoble. À 25 km de leur première étape, au cœur de la forêt, ils empruntent une route historique. Ce chemin va nous amener en fait au belvédère de Valchevrières. Et dans l'histoire du Vercors durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un lieu à part. C'est un des lieux de mémoire du Vercors et qui va jouer sa carte les 22 et 23 juillet 1944. Ici, on va essayer de contenir les troupes allemandes qui pénètrent sur le Vercors par le nord pour tenter qu'elles ne fassent pas la connexion avec les troupes allemandes du sud. Le seul verrou militaire que l'on peut encore tenir, c'est celui de Valchevrières. C'est cette route. Ce verrou est gardé par une poignée de chasseurs alpins, sous la direction d'un certain lieutenant Chabal. Malheureusement, cette porte d'entrée va être percée par les troupes allemandes. Les hommes de Chabal, au nombre de 7, dont Chabal lui-même, vont trouver la mort sur ce belvédère. Un épisode assez tragique, mais à la fois qui nous montre bien l'importance des combats qui ont eu lieu sur le Vercors et sur la totalité du massif du Vercors. Cette stèle sur cette route, sur le belvédère, elle est assez impressionnante. Elle nous rappelle que des hommes ici sont tombés une arme à la main, et notamment donc, le 6e bataillon du chasseur alpin. Le belvédère surplombe le village, où se cachaient les résistants du 6e bataillon. D'ici, on a une vue sur les ruines du hameau de Valchevrières, puisqu'après les combats qui ont eu lieu au belvédère, non pas dans le village, par représailles, les troupes vont descendre dans le village et vont l'incendier. Exception faite de la chapelle. Et du coup, c'est aujourd'hui le seul village du Vercors que l'on peut observer en l'état de ruine, parce qu'après-guerre, personne n'est revenu s'installer ici. L'hiver, c'est encore autre chose. Ouais. Il y a très longtemps que je ne suis pas venue l'hiver ici, venir en ski comme ça. Là, l'air de rien, tu vois, on est dans la rue principale de Valchevrières. Ouais. Stratégiquement, tu vois, pour les maquisards, le lieu est vraiment intéressant parce qu'ils ont un lieu de repli, de couchage, de repos. Et puis si on tourne notre regard là-haut, on voit le belvédère qui défendait ce verrou, cette route. C'est cette bâtisse qui accueillait et la cantine et le lieu de repos des maquisards du 6e BCA. Depuis la guerre,
la chapelle accueille chaque année une messe commémorative. Elle a office de lieu de culte, mais aussi de lieu de mémoire. Il y a un livre d'or, c'est la dernière station du chemin de croix. C'est un peu une respiration dans la découverte du village, en fait. Voir d'autant plus ce village sous la neige, ça ajoute une ambiance feutrée très particulière, une intimité en fait. On se sent encore plus en proximité avec les pierres, avec l'histoire qui s'est passée ici. Venir ici, c'est juste se le rappeler. Nous partons vers le nord du Vercors, sur la plaine d'Autran-Méaudre. Could be living in a dream. Feel the world inside our feet. And our hearts in the right place. Time quietly slips away. A perfect day. Régis et Blandine reprennent leur randonnée ce matin sur un manteau de neige fraîche. T'as vu la quantité qu'il y a? Bah oui. C'est incroyable. Ah, puis elle accroche bien là, ouais. Agréable. Loin des grands espaces sauvages du sud, ce plateau porte les traces anciennes d'occupation humaine, comme ces chemins bordés de lauze. Un chemin lozé, c'est un chemin qui, depuis une ferme, permettait de drainer les troupeaux jusqu'aux zones de pâturage. Et du coup, ça évitait à ce que les troupeaux se dispersent trop et n'aillent trop dans les champs autour qui étaient cultivés. L'autre fonction de ces chemins lozés, c'était aussi de garder un cumul de neige le plus longtemps possible, donc entre ces deux allées de lauze. Et du coup, ça permettait d'assurer une bonne glisse au traîneau le plus longtemps possible pour tout transport de charges lourdes, depuis la ferme jusqu'au village, etc. On est avec des skis qui sont utilitaires, qui n'ont pas tellement changé en fait. Nos anciens traversaient ces territoires de hameau à hameau, par exemple le facteur qui se déplaçait pour amener les plis. Régis et Blandine atteignent une ferme caractéristique du Vercors par sa façade massive. Là, on est face à un mur pignon qui est assez imposant. Ce qui est assez charmant sur celle-ci, c'est qu'elle a encore vraiment sa verrue. C'est le four, on appelle d'ailleurs cela un four en verrue. Dans plein de régions de montagne, il y a des fours qui sont partagés. C'est ce qu'on appelle un four banal. Ici, sur le Vercors, l'usage va plutôt être, en tout cas dans la partie nord du Vercors, dans les 4 montagnes, que chaque bâtisse ait son propre four. Les toits du Vercors, ils sont particuliers parce que déjà, on a toujours des bâtisses qui sont à 2 pans et des pentes très prononcées. Étant donné la longueur de la maison, on imagine la charpente qu'il y a en dessous. Il ne faut pas alourdir la charpente. Donc il faut évacuer la neige rapidement l'hiver. D'où 70% de pente sur les toits. Les randonneurs quittent la plaine d'Autran-Méaudre et se dirigent vers la forêt qui conduit aux alpages. Depuis tout le temps, ces chemins sont utilisés. Alors, leur première raison d'être, c'était de monter les troupeaux de génisses sur l'alpage de la Molière. À la fin de la journée, le temps s'est éclairci sur le plateau de la Molière et le refuge des Fenets. Un lieu qui a joué un rôle important pendant la Résistance. C'est là que Blandine et Régis arrivent à la tombée du jour. Ça y est, on arrive au refuge des Fenets. C'est toujours si chouette d'arriver dans cette clairière avec cette petite cabane au milieu de nulle part. On va être bien. Ils sont accueillis par Caroline Termier, la gardienne. Alors, carotte cannelle, ça vous va? Parfait. Pour Blandine, ce refuge est un véritable lieu de mémoire. Venir dans un lieu comme les Fenets, c'est pas comme venir dans un autre refuge en fait.
Durant les périodes hivernales, les maquisards réquisitionnaient des lieux comme celui-ci. Parce que du coup, la neige était déjà une première barrière, une première protection. Et beaucoup ont brûlé, ont été restaurés ou pas. Donc le Fenay, il est encore dans son jus. Donc ça lui donne une patte toute particulière. Cette intemporalité du site est juste magique. Ouais. C'est un refuge qui dégage beaucoup d'ondes positives. En tout cas, c'est ce que les gens disent. C'est ce que je ressens. Une période où on est ultra sollicité sur plein de choses, c'est vraiment un moment où on se recale sur quoi ? Manger une soupe au chaud avec un poêle, manger à la bougie. On se retrouve sur des petites choses de l'essentiel de la vie, quoi. Le lendemain matin, Caroline, la gardienne des Fenets, emmène Blandine et Régis sur les traces des résistants du plateau de la Molière. Les femmes qui montaient de Grenoble montaient la nourriture, les nouvelles des familles. Elles étaient, on peut imaginer, forcément très attendues. Et elles montaient de Grenoble en effaçant leurs traces dans la neige. Les randonneurs accèdent au pas du Tracolet, où montaient les maquisards depuis le refuge des Fenets. Grenoble est juste là, vraiment dans le trou. Donc on a vraiment une vue de surveillance super, quoi. Et puis ici, c'est quand même pas rien, parce qu'en fait, depuis le pas du Tracolet, on a une vue sur le plateau de Saint-Nizier, juste en contrebas. Et c'est le lieu des premiers combats, en fait, qui ont marqué vraiment la première pénétration armée sur le Vercors, les 13 et 15 juin 1944. Et donc les hommes qui vont se battre à Saint-Nizier, c'est des hommes aussi qui vont utiliser le refuge du Fenay pour se planquer, pour s'entraîner discrètement. Donc aussi au printemps, il y avait une occupation au Fenay. Ce chemin de crête sur le plateau de la Molière est un des préférés de Régis. C'est aussi un tronçon d'une randonnée mythique dans le Dauphiné. Alors ici, on est sur un itinéraire de grande randonnée. On peut le considérer comme une variante de la grande traversée du Vercors, sachant que les traversées du Vercors, il y en a des multiples. Tu peux aller du sud au nord, comme on a fait, mais aussi d'est en ouest. Tu as des accès de Grenoble aussi que tu peux envisager, par exemple depuis la gare de Grenoble, et faire commencer ton itinérance. Et c'est ce que j'adore aussi, c'est-à-dire qu'ici, tu es en pleine nature. Encore une fois, un endroit très sauvage, mais tu es à proximité d'une zone urbaine. Donc c'est accessible à tout le monde. Blandine et Régis finissent leur randonnée sur les alpages de la Molière, en surplomb de la vallée de l'Isère. Bon, et côté neige, si tu devais mettre une note sur 10? Ah bah là, c'est 9,5. 9,5, tu te rends compte? Tu glisses tout seul, c'est du sucre en poudre. T'as une glisse fabuleuse. Le paysage qu'on voit de la Molière, il est assez incroyable, parce qu'en fait, on a une lecture de paysages des Préalpes et des Alpes. On distingue au loin les sommets des écrins, avec une petite corolle de nuages. Et puis, cette longue chaîne de montagnes qui s'étire, qui est assez tourmentée, c'est la chaîne de Beldon. Et Beldon s'étire vraiment entre Grenoble et la Savoie. Du coup, de l'autre côté donc, de la rivière Isère, qui sépare vraiment la chaîne de Beldon, un autre massif préalpin, comme le Vercors, c'est le massif de la Grande Chartreuse. On se sent toujours un peu privilégié quand on vient là, parce que c'est vrai que, quelle que soit l'heure de la journée, on a toujours des couleurs assez exceptionnelles. Et je trouve que c'est chouette parce qu'on comprend bien aussi comment les hommes ont exploité, se sont installés dans ces montagnes. Et c'est encore eux qui les font vivre aujourd'hui, en étant en harmonie avec l'élément naturel. Donc c'est juste, waouh, c'est magique.